Merci Pierre-Yves. Alors justement, à l'heure où je vous parle, à l'EGE, on mène un combat informationnel de plus qui porte sur la question de l'agriculture. Il y a en ce moment un certain nombre d'étudiants qui travaillent sur une initiative qui consiste à la fois à faire comprendre en quoi l'agriculture est un secteur stratégique majeur et pas simplement une activité économique, et d'autre part qui, bien entendu, va porter la polémique là où était Pierre-Yves, c'est-à-dire au niveau européen, car, comme vous le savez, malheureusement, l'Europe aujourd'hui est en train de prendre l'agriculture sous un angle qui est purement celui du marché, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer à terme. Mais je ne m'attarderai pas sur ce point-là, juste pour vous signaler qu'on est dans le réel et qu'à notre modeste niveau, on essaie de se mettre au service, non pas de certaines causes, mais de certains enjeux. Et celui-là, pour un pays comme la France, est un enjeu absolument majeur et déterminant. Alors pourquoi ce petit ouvrage? Pourquoi ce petit ouvrage qui théoriquement nous éloigne des affrontements économiques ou de la manière d'analyser l'économie? En fait, avant même de créer l'école de guerre économique, quand j'étais à Intelco DCI, donc dans ce groupe parapublic financé par la formation de cadres étrangers sur produits militaires français, on avait commencé à travailler sur cette question. Pourquoi on avait commencé à travailler sur cette question? Parce que dans les années 90, on s'était rendu compte que, euh, au-delà de ce miroir qu'était en train de devenir Internet, l'information allait jouer un rôle de plus en plus significatif dans les rapports de force, quels que soient les rapports de force. Je dis bien quels que soient les rapports de force. Et on a été comme ça amené à faire plusieurs études grâce au général Mermet, une pour la direction des affaires stratégiques, une autre pour la délégation générale armement, qui portait sur la question de cette guerre de l'information par le contenu et qui nous a amené, bien entendu, à aborder les problèmes de propagande, mais aussi les problèmes d'intoxication, de désinformation, etc. Donc c'est une histoire qui part de loin. Et lorsqu'on a créé le GE en 1997, chaque année, nous avons mené des exercices de guerre de l'information. Au début, c'était des exercices sur des sujets réels, mais qui étaient des exercices qu'on faisait en intramuros, qui n'avaient donc pas d'effet extérieur. Et puis, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, on a décidé chaque année de passer à la pratique et de faire des exercices en sortant de notre coquille et en mettant nos étudiants au cœur d'un certain nombre de problèmes et des problèmes qui se rapprochaient bien entendu du livre dont je vais vous parler. Ce qui est en soi très original. Il y a très peu de structures de formation dans le monde, là j'ose le dire, qui ont ce type de démarche. Euh, Intervenir sur le réel, ça veut dire choisir obligatoirement, c'était la seule contrainte qu'on avait, comme on dit dans notre jargon, un sujet à légitimité maximale. Pour ne pas être accusé de prendre parti, pour ne pas être accusé nous-mêmes d'être un fabricant d'intox d'une manière ou d'une autre. Alors, le sujet de mon livre, en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre, dans la continuité de tous les travaux qu'on a menés maintenant depuis plus de 25 ans. Le GE étant pas loin de sa 20e année. Et ces travaux nous amènent à quelle conclusion? Première conclusion, je remarque que dans tout ce qui est publié sur la problématique, on a énormément mis en avant dans le domaine économique, mais pas que dans le domaine économique, la prépondérance de la puissance du fort. L'information, c'est pas simplement le pouvoir, c'est aussi la force de convaincre. Et pendant très longtemps, et jusqu'encore à une période actuelle, on considère que le fort a une puissance déterminante. Et Salmon, dans son livre Storytelling, il y a quelques années, n'a fait que renforcer cette perception, c'est-à-dire que
c'est le fort qui tient toutes les clés du problème informationnel. Je suis tout à fait, moi, non pas opposé à cette théorie, mais très sceptique par rapport à la prédominance de cette théorie. Alors pourquoi ? D'abord parce que, effectivement, en travaillant sur le fort, je me suis rendu compte qu'il avait des capacités de créativité assez exceptionnelles, personne ne le conteste. La première d'entre elles, vous en avez eu une illustration durant la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir su tromper la puissance la plus offensive du XXe siècle, c'est-à-dire le Troisième Reich. Et d'avoir su tromper le Troisième Reich de manière magistrale, en utilisant tous les moyens. La tromperie portant sur des enjeux stratégiques majeurs, notamment sur les lieux de débarquement. Et ce qui a été étonnant déjà à ce moment-là, c'est de constater que c'est un savoir-faire qui n'était pas limité à quelques personnes, qui avait entraîné une modification des structures au sein même de la Grande-Bretagne, puisqu'il avait été créé de nouveaux organismes. Et ces nouveaux organismes ont dérangé d'ailleurs ceux qui existaient, et notamment dans le monde du renseignement britannique. Mais ces nouveaux organismes ont fait la démonstration de leur efficacité. Ensuite, ce sujet a un peu disparu des tablettes par rapport à l'énorme résonance de la guerre froide. Et il a disparu des tablettes. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ont tout fait pour ne pas en parler, pour ne pas publier, pour ne pas donner au monde académique même la capacité d'analyser ce qui s'était passé. Donc on avait ici et là quelques ouvrages autobiographiques, etc. Et il a fallu attendre une bonne quarantaine d'années avant, enfin, d'avoir des ouvrages de référence qui nous expliquaient ce qui s'était réellement passé durant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu au moins attendre près d'un demi-siècle. Le force britannique, donc, avec sa culture, c'était d'abord la tromperie, si je dois vraiment résumer à un mot, la tromperie. Et l'art de la guerre de l'information britannique a été, je dirais, polarisé sur cette notion de tromperie. Par la suite, il y a eu la guerre froide, et la guerre froide n'a fait qu'accentuer, bien sûr, cette notion de la tromperie, puisque, comme vous le savez, à l'Est, on a mis le curseur sur le mot désinformation, et à l'Ouest, bien entendu, on a mis aussi le curseur sur le problème de la désinformation. Donc, toute une partie de l'histoire du XXe siècle, dans la seconde moitié, jusqu'à la disparition de l'Union soviétique, a été dominée par le savoir-faire gagnant autour de la notion de tromperie. Et ça nous a empêché de voir l'évolution de la culture du fort. Et il a fallu quelques ouvrages très récents, datant de la décennie passée, très peu lus malheureusement, pour commencer à comprendre que cette culture du fort, elle ne s'était pas du tout arrêtée à la tromperie, déjà durant la période de la guerre froide. Mais je le répète, cette découverte est récente, moins de 10 ans. Cette culture du fort, elle ne s'est pas arrêtée à la tromperie, pourquoi ? Je ne dis pas que la tromperie est un jeu à somme nulle, mais il est évident que lorsque les Occidentaux, notamment les Britanniques et les Américains, ont découvert ce que les Soviétiques avaient réussi à faire à l'intérieur du monde occidental, dans la pénétration quasi sociologique de ce monde, et en particulier dans les lieux de création de la recherche scientifique, de la connaissance, de la culture et du monde éducatif, ils ont bien compris que les techniques classiques de contre-ingérence, les techniques classiques de désinformation, d'intoxication ne suffisaient pas à faire face aux problèmes. Et c'est ainsi que, dès la fin des années 40, on voit naître
non pas une nouvelle doctrine, mais une nouvelle manière de réagir à l'extraordinaire capacité de pénétration qu'avait eu le bloc soviétique entre les deux guerres, durant la Seconde Guerre mondiale et au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale. Si on avait fait une photographie des jeux d'influence, il est évident que l'avantage était à l'Est à ce moment-là. Et c'est bien le bilan que les Britanniques et les Américains ont tiré de cela, et c'est bien pour ça qu'ils ont dû inventer d'autres méthodes. Quelles étaient ces autres méthodes? Ils ont compris que pour faire face aux techniques d'influence soviétiques, qui étaient, je le répète, de nature quasi sociologique, et non plus simplement des démarches pilotées par des services de renseignement sur des missions ponctuelles, etc. Il fallait créer quelque chose d'équivalent. La force soviétique, bien au-delà de ses services de renseignement et de sécurité, c'était d'abord et avant tout la résonance de stratégies subversives dans de nombreux secteurs des sociétés occidentales qui étaient menées non pas par des agents, mais qui étaient menées par des politiques, par des militants ou par des cadres de partis politiques, soit appartenant au Parti communiste, avec un S, dans différents pays, soit appartenant à des organisations de masse en lien avec ces partis. Donc les Britanniques et les Américains se sont posé la question, mais comment contrer cela? Nos services de sécurité ne pourront pas, à eux seuls, contrer ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'ils inventèrent? Ils inventèrent leur propre, j'allais dire mouvement de masse, c'est un peu gros, mais leur propre dynamique ouverte dans les secteurs qu'ils pouvaient reconquérir, qui était d'abord la pensée politique, en un. Et la pensée politique, comment se sont-ils lancés à la reconquête de la pensée politique? Ils se sont lancés à la reconquête de la pensée politique grâce à des personnes qui refusaient de suivre le modèle soviétique, c'est-à-dire qui abandonnaient ce modèle. Et c'est là qu'on a vu apparaître un certain nombre d'intellectuels au tout début, fin des années 40, qui ont été les porte-paroles de ce mouvement qui allait contre l'influence soviétique. Ces intellectuels ont été très vite d'ailleurs, non pas évacués, mais n'ont pas joué un rôle central par la suite, mais on les a utilisés. Arthur Koestler et d'autres, Le Zéro et l'Infini, etc. Et très vite, on a vu arriver derrière eux des réseaux beaucoup plus solides, des intellectuels reconnus dans le monde académique, c'est-à-dire qu'après les premiers dissidents, bien avant ce qu'on a appelé plus tard les dissidents, bien avant Solzhenitsyn, etc., les premiers dissidents, ce sont ces personnes en rupture de banc du camp soviétique qui décident de ne plus être dans ce camp-là pour des raisons très précises dont ils évoquent publiquement. On a oublié tous les débats qui ont jailli au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur ces questions-là, et il y en a eu énormément, beaucoup plus qu'on imagine. Et sur la guerre d'Espagne, sur la Seconde Guerre mondiale, sur ce qui s'est passé entre les deux guerres en Russie, sur les procès, etc. Il y avait vraiment beaucoup de débats. Et donc, les Britanniques et les Américains ont, à l'intérieur de leurs services de renseignement, créé des structures particulières pour mener à bien une démarche qui visait à contre-influencer. Et ce n'était pas simplement de la propagande. Ça allait beaucoup plus loin que la propagande. Contre-influencer, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà recréer un cadre de pensée politique qui attire, qui sensibilise, et pas simplement les gens d'un certain âge, qui alertent la nouvelle génération montante. Deuxièmement, le cadre éducatif avec ceux qui vont jouer un rôle essentiel, comme Raymond Aron et d'autres en France, c'est-à-dire ceux qui vont légitimer cette manière de réagir à une influence soviétique ou du bloc de l'Est. Et là où la riposte sera très solide et très intelligente,
c'est que la légitimation ne va pas être un combat de chiffonnier, une polémique stérile, une polémique violente. Elle va se faire dans la création de références en sciences politiques, dans un certain nombre de domaines qui vont être au cœur du système académique occidental et en particulier au cœur du système académique français. Et c'est là où va être la force de réaction puissante orchestrée par les Britanniques et surtout par les États-Unis. Alors bien entendu, cette réaction ne sera pas globale, c'est-à-dire qu'elle aura réussi au bout d'un certain temps à atteindre certaines strates du modèle académique dans l'université ou dans les grandes écoles françaises. En revanche, elle aura totalement échoué dans sa redescente vers les niveaux intermédiaires, parce qu'elle n'avait pas les forces pour occuper ce terrain. À côté de cet aspect pensée politique et remodelage du système de formation des élites à un certain niveau supérieur du monde académique, il y a eu bien entendu une autre bataille très très forte qui était sur le terrain culturel. Pourquoi sur le terrain culturel ? Parce que les Américains, qui étaient peut-être un peu plus en avance que nous sur la perception de l'évolution de la société de l'information, la télévision commençait à se développer aux États-Unis, avaient bien compris que le monde des loisirs, la manière d'occuper l'esprit des gens dès lors qu'ils arrêtaient de travailler, allait être très fortement conditionnée par ce qui allait être produit. Et là où les Américains ont été très forts, c'est de comprendre qu'il fallait absolument reconquérir le terrain perdu, aussi bien dans le domaine artistique, par exemple dans la peinture. Je vous renvoie à l'ouvrage d'Aude de Queyros sur ce terrain-là, qui est une femme, qui est une artiste, mais qui a aussi fait Sciences Po, et qui a publié une grille de lecture assez intéressante sur la manière dont les Américains ont essayé de reconquérir du terrain dans l'art abstrait, dans le marché de la peinture, par la création d'un marché de l'art à travers les galeries américaines, etc. N'oublions pas qu'entre les deux guerres, la pénétration soviétique dans les milieux culturels français s'est fait par le dadaïsme, s'est fait par tout un courant qui remettait en cause les éléments référentiels de la peinture classique, etc., etc. Donc ça, les Américains l'avaient très bien analysé, et ils voulaient à tout prix reconquérir le terrain, notamment dans ce domaine-là, mais pas que celui-là. Lorsqu'il y a eu les événements en Hongrie, ils ont fait tourner l'orchestre philharmonique de Hongrie à travers le monde, qui avait quitté ce pays en étant opposé bien entendu à la reprise en main du régime, et on a eu un front culturel très riche, très développé. L'innovation ne s'arrête pas simplement à ces tentatives de remodelage ou de reconquête. L'innovation, elle va surtout porter sur quelque chose d'assez étonnant, qui est la taille critique des moyens utilisés. Et ça, bien entendu, à l'époque, il était difficile de cerner cette taille critique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on ne les étudiait pas, ces opérations. Elles étaient occultes. N'oubliez pas qu'elles étaient pilotées par des services de renseignement. Et que ce qu'on envoyait, c'était l'extrême, la substantifique moelle. Ce n'était pas l'orchestration. Donc on voyait des revues, y compris d'extrême gauche, on voyait des mouvements culturels, on voyait des concerts, des présentations d'ouvrages, mais on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière, et on voyait encore moins comment c'était orchestré. Et cette orchestration-là, elle devient intéressante, j'en reviens à l'expression taille critique, quand on voit ce qu'elle a mobilisé en somme d'argent, en nombre de fondations, déjà le mot fondation, qui était la courroie de transmission opérationnelle. Donc dès les années 50-60, les fondations américaines, c'est-à-dire des acteurs de la société civile américaine, participent à des démarches de contre-influence. Et pas que 2 ou 3. Il y avait déjà une taille critique. Et ça, je crois que ça mérite d'être soulevé parce qu'on est déjà là,
dans une certaine forme de modernité, non pas de fabrication de l'intox, mais de reconquête en termes de contre-influence, en utilisant tous les moyens modernes que la société de l'information permettait à cette époque. La télévision est venue bien après, mais c'était déjà, avant tout, la manière de financer des travaux académiques, de financer des artistes, etc., etc. Ainsi mute le mode opératoire du fort. On s'en est rendu compte ici à peine depuis 10 ans, et avec des anachronismes incroyables. C'est-à-dire que des spécialistes du monde du renseignement en France, très sérieux, n'avaient absolument pas capté cette démarche. Et je vous renvoie à tous les écrits qui ont été rédigés en France depuis 40 ans sur l'histoire des services de renseignement, que ce soit ceux de Faligot, Coffer ou d'autres. Cette démarche-là, il faut prendre une très grosse loupe pour la voir dans ces écrits. Or, en termes d'ordre de grandeur, quand on pose une question qu'on pose rarement au service de renseignement, quelle est votre rentabilité stratégique? À quoi servez-vous sur le plan stratégique? Eh bien, on peut constater qu'il y a peut-être eu beaucoup d'échanges d'espions sur un certain pont en Allemagne, mais le travail qui a été fait entre 1947 et 1974 dans cette politique de contre-influence mériterait d'être évalué en termes stratégiques et mériterait d'être comparé à beaucoup d'autres activités du renseignement classique pour voir quel est le plus important. Et ça, l'histoire un jour nous permettra de le dire. Il est encore trop tôt pour le dire. J'induis là une question qui n'est pas dans mon livre, mais qui est sous-jacente. La rentabilité stratégique du renseignement. Question essentielle. Allez dans tous les ouvrages que vous pouvez lire, y compris dans les travaux actuels, et je discute avec mon ami Sébastien Laurent de cela, comment faire comprendre qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de faire jaillir cette question, la rentabilité stratégique du renseignement. Eh bien, le problème de la contre-influence, de 1947 à 1974, est un premier élément de réponse, en ordre de grandeur. Et c'est un élément de réponse intéressant, car c'est une catastrophe qui termine cette démarche. Une catastrophe en termes de point de repère du monde du renseignement, car subitement, la presse américaine rend compte de cette démarche. On découvre qu'elle a existé. Mais est-ce une catastrophe? Eh bien, là est le paradoxe. Là, vous voyez des gens, et notamment le responsable de la CIA qui était la cheville ouvrière, qui va prendre la parole publiquement, qui va revendiquer son action. Tout ça est listé, par écrit, sourcé. C'est tout à fait vérifiable, ce que je suis en train de dire. Et là, on constate quoi? Que même si un système est dévoilé, il a été 1. Hyper efficace. 2. Tous ces instruments qui ont été construits, sauf peut-être le Congrès pour la liberté de la culture, qui a pris un coup dans l'aile fort au moment de la révélation de l'orchestration. Mais tous les autres ont été maintenus en place et sont restés très solides. Vous savez que quand une mission d'espionnage est révélée, tout un réseau apparaît au grand jour, et là, en principe, ce n'est plus efficace, c'est un échec. Là, c'est pas un échec. Même si c'est révélé, c'est pas un échec. Et ça, c'est un point très intéressant dans l'univers de ce monde-là que j'aborde dans mon livre. Donc le fort mute. On voit au grand jour ce qu'il fait. 74. Pas de débat. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut attendre certains ouvrages sortis il y a moins de 10 ans pour découvrir l'ampleur de la chose. Tout a été dit aux États-Unis en 74. Comment on avait créé des revues d'extrême gauche qui étaient en fait pilotées par la CIA. Comment on avait mobilisé tel moyen. Les Américains étaient, par le New York Times et d'autres canaux, très transparents là-dessus. Aucun débat en France. Zéro débat. C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est extraordinaire.
extraordinaire. Comment cela est-il possible? Comment pouvons-nous avoir une telle cécité? En 1974, il y avait déjà des auteurs qui écrivaient sur le monde du renseignement. Aucun auteur français n'a écrit une ligne sur ce qui était une des plus grosses opérations stratégiques du monde de renseignement anglo-saxon après la guerre, durant la guerre froide. Durant la guerre froide. Je vous soumets la question. Comment expliquer cette cécité? Parce que les sources ne venaient pas de Moscou ni de Berlin-Est, elles venaient de New York. Et elles ne venaient pas de journaux dissidents américains, elles venaient de la grande presse américaine. Pourquoi j'insiste lourdement sur ce point-là? C'est pour vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons encore en France autant de mal à essayer de saisir l'importance stratégique de la guerre de l'information par le contenu. C'est assez étonnant. Le fort s'arrête-t-il là dans sa mutation? Pas du tout. Le fort continue à muter. Et ce qui est tout aussi extraordinaire, c'est que début des années 80, un ancien responsable de la CIA dit publiquement « Maintenant, nous n'avons plus besoin d'orchestrer les missions d'influence par les services de renseignement comme par le passé. Nous pouvons le faire autrement, sans les services de renseignement. » Nouvelle petite déclaration qui passe très vite au-dessus de nos têtes sans que personne en France n'y accorde la moindre importance. Et pourtant, que s'était-il passé pour que cet homme fasse une telle déclaration? Il y avait eu Solidarnosc. Il y avait eu la Pologne. Et en Pologne, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Dans un régime totalitaire, au cœur de la légitimité du régime, les chantiers navals de Gdansk, en milieu ouvrier, apparaît une contestation ouvrière qui, parce qu'elle a en plus un lien qui déborde très largement de son strict cœur de métier, qui touche la religion, qui s'entrechoque avec toutes les expériences antérieures en termes de résonance et d'acquis de cette résonance, on voit apparaître un mouvement qui s'appelle Solidarité, Solidarnosc, qui va être bien entendu soutenu par les agences de renseignement occidentales. J'en avais longuement parlé, comme je le dis dans mon livre, avec le général Pichot-Duclos, qui était à l'époque attaché de défense à Varsovie et qui était aux premières loges pour observer ce qui se passait et qui voyait bien comment ça se passait. Mais la force de Solidarnosc, quelle est la force de Solidarnosc? La force de Solidarnosc, c'est de démontrer que, malgré le coup d'État militaire de Jaruzelski, le durcissement du régime polonais, la contre-influence est devenue une contre-influence, j'allais dire de masse. Pas encore de masse, mais déjà touchant une fraction de la population. C'est-à-dire qu'on est passé d'une contre-influence de dissidence à une contre-influence d'une partie de la société civile polonaise. Et là, les Américains ont compris que, en analysant bien ce qui s'était passé, ils ont bien compris qu'il y avait là des rouages très intéressants à étudier et dont il fallait tirer un certain nombre de leçons. Et ce qui explique la mutation d'après. La mutation d'après, c'est quoi? C'est que les États-Unis ont compris que, au lieu de se concentrer uniquement sur le façonnage des élites, ou d'une partie des élites, sur la manière de gérer une partie de la superstructure, comme dirait Gramsci, il fallait travailler au niveau le plus bas et au niveau populaire. Et que pour travailler au niveau le plus bas, au niveau populaire, il fallait savoir sentir des fractures, des mutations, comme celle
qui se sont opérés en Pologne. Et là, on voit apparaître une réflexion qui va déboucher sur la matrice des révolutions colorées. Et la matrice des révolutions colorées, ça va être quoi? Ça va être la récupération d'une partie du savoir-faire subversif créé par des gens qui avaient une culture soviétique, les gens du syndicat Solidarité. C'était pas des gens qui vivaient enfermés dans une cave avec un crucifix autour du cou depuis 30 ans. C'est des gens qui avaient été formés par le régime communiste, même si c'était un régime relativement récent. Ils avaient cette culture communiste, ils la connaissaient, ils s'en sont servis. Dans les révolutions colorées, je ne vais pas vous refaire, je n'ai pas le temps, une description des symboles même au sens affiche, du point levé, etc. C'est pas tellement un symbole du libéralisme américain, le point levé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a toute une récupération au niveau des techniques, des moyens de propagande, des moyens visuels. Mais il y a plus que ça. Il y a surtout cette extraordinaire intelligence de comprendre que plus on est dans la matrice de la société civile, plus on est efficace et plus on peut se montrer. Un monsieur Sharp peut sortir un livre de portée mondiale pour dire « libérez-vous ». Les relais des fondations américaines peuvent très ouvertement s'afficher puisque la lettre de mission, c'est être au service des peuples qui se libèrent. Donc la mutation du fort a été très intéressante à suivre et est toujours, bien entendu, intéressante à suivre aujourd'hui, sauf que, entre-temps, en face, on s'est enfin mis à réfléchir. Et que dans ces logiques d'affrontement et d'opposition, ceux qui jusque-là tenaient le haut du panier, je pense aux soviétiques entre les deux guerres et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient inventé ce nom ô combien intéressant que M. Cambadélis d'ailleurs a utilisé il y a peu de temps, le mot progressiste. Là, on n'est pas dans l'intoxication au sens pur du terme, on est dans la séduction. Progressiste, ça n'a pas une connotation péjorative. Et lorsqu'ils se sont vus opposer face au mot progressiste le mot dissident, effectivement, dans les éléments de résonance et les exemples que j'ai cités, le mot dissident petit à petit a pris plus d'importance que le mot progressiste. Mais les Russes ne se sont pas arrêtés là puisque les Russes ont vécu l'ultime expression de la mutation du fort durant la période Helsinki. Et là, on peut dire qu'ils ont eu droit à une leçon de choses. C'est-à-dire que pendant que se désagrégeait l'Union soviétique, pendant que se crispaient leurs services de renseignement classiques, qui ont encore, même aujourd'hui, un mal fou à muter sur ces questions-là. Je terminais une conférence au Cercle Pouchkine en soulignant que la grande faiblesse de la Russie actuelle, qui est aussi la faiblesse de son appareil de renseignement, mais qui n'a pas de rôle à jouer là-dedans, mais qui veut toujours en jouer un, c'est le soft power extérieur, où il reste encore très, très, très mauvais. Malgré les reconquêtes syriennes, etc. Je reviens sur mon sujet. Les Russes se sont mis à réfléchir. Et les Russes ont réfléchi par rapport à leurs menaces intérieures. Et ils ont commencé à comprendre que s'ils se contentaient de traquer les agents de la CIA en Russie ou des différentes agences de renseignement occidentales pour essayer de reconquérir des aires de mouvement dans les domaines de l'influence et de la contre-influence, eh bien, ce n'était pas gagné du tout. Pourquoi ? Parce que le système en place n'était plus celui qu'ils détectaient comme l'ennemi principal. Et ils ont mis une bonne dizaine d'années, voire une bonne quinzaine d'années à comprendre que le système en face, c'était plus le chef d'antenne CIA sur Moscou, etc. C'était autre chose. C'était un système diffus qui s'appuyait sur des réseaux tout à fait ouverts, visibles, traçables, à partir de moyens qui étaient aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, et qui s'entouraient d'une légitimité inattaquable, la défense de la démocratie et de la liberté.
avec un discours qui avait évolué dans le temps et qui était très adapté à la situation russe, notamment par rapport à ses contradictions, les guerres en Tchétchénie, etc. Comment a muté, entre guillemets, le faible à ce moment-là? Est-ce que le fort, c'est toujours intéressant de faire 3 pas en arrière, de ne pas prendre parti, mais d'examiner comment les deux masses bougent, puisque c'est ça qu'on essaie de faire à l'EGE en l'occurrence, et pour ce qui me concerne aussi, bien sûr, c'est que le faible russe a fait un peu la même analyse de ce que faisaient les Américains, comme quelques décennies avant, les généraux soviétiques avaient analysé le savoir-faire offensif de la Wehrmacht, et afin de le réintroduire dans leur propre savoir-faire offensif qu'ils n'avaient pas pu mettre à l'œuvre à cause justement de la disparition de Toukhachevski et de son art opératif. Je ne rentre pas dans le détail. Toujours est-il que les Russes ont fini par comprendre que la masse de manœuvres occidentales en termes de guerre de l'information, ce n'était pas les agences de renseignement, c'était un nouveau dispositif qui s'était petit à petit dissocié des cultures spécifiques du monde du renseignement. C'est un détail essentiel. L'orchestration des révolutions colorées, on peut toujours y voir, bien entendu, la présence d'agences quelque part. Mais globalement, la matrice, c'est plus le monde du renseignement qui dirige. Contrairement à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale avec les Britanniques pour intoxiquer les Allemands ou les désinformer. Et là, il y a une mutation très importante. Une mutation qu'en France, on ne sait toujours pas analyser à la hauteur de l'enjeu. Parce que là, on est sur un autre système de combat qui échappe au système de contrôle classique. Donc les Russes, comment ils ont contré? Ils ont contré intérieurement en étant obligés de mobiliser des forces politiques, les jeunesses poutiniennes, en étant obligés de faire de la contre-propagande, mais pas simplement de la contre-propagande, d'être hyper réactif, de rentrer dans l'univers immatériel, de tracer, mais surtout pour étouffer la moindre initiative par des initiatives qui aient plus de légitimité. C'est-à-dire que les Russes avaient compris que le vrai combat était celui de la légitimité, pas simplement celui du contrôle, de l'embastement ou que sais-je. On était sur autre chose. Et on est toujours à l'intérieur des frontières russes sur autre chose. Là, la mutation a continué à s'opérer. Et elle n'est pas simple pour les Russes, car les agences de renseignement russes classiques ne sont pas forcément à l'aise par rapport à tout ça. Mais on a vu les résultats. Et les résultats, qu'est-ce que c'est? C'est que la machine occidentale qui a atteint un niveau optimal lors de la décennie qui vient de s'écouler, pour moi le niveau optimal c'est qu'il y a 6-7 ans on ne pouvait pas parler en France du régime Poutine sans qu'on estime que cet homme était un dictateur, assassin, criminel, etc. sur 90% des médias français. Donc c'est un niveau de résultat assez impressionnant. Je ne suis pas sûr que durant la guerre froide, on ait atteint ce niveau-là. Bon. Mais paradoxalement, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des démonstrations visuelles d'intox, comment on a grossi le nombre de manifestants, etc. Comment, élément par élément, les Russes ont démontré que l'intox avait ses limites. Les Russes ont reconquis du terrain. Et le terrain qu'ils sont reconquis aujourd'hui à l'intérieur de la Russie est très important. Ce qui n'est pas le cas à l'extérieur, pour d'autres raisons. On en parlera, si vous voulez, lors des questions. Donc, pour bien mettre l'accent sur le pourquoi de mon livre,
mon livre, quel est son but? Un peu comme le précédent, sur la question de la puissance, c'est de dire la France ne peut pas continuer à vivre sans prendre en compte ces deux éléments-là. La mutation du fort et la mutation du faible. On ne peut pas continuer parce qu'on s'interdit de le faire pour des raisons qui sont liées à notre histoire politique, ce que je disais il y a quelques minutes à Télé-Liberté, c'est-à-dire que le pouvoir politique, quelle que soit sa coloration en France, ne sait pas aller sur ce terrain parce qu'il le craint. Si vous regardez l'histoire politique avant la Révolution française, durant la Révolution française et après la Révolution française, le pouvoir politique, quelle que soit sa couleur, n'a eu de cesse de mener une guerre de l'information pour ses objectifs. Mais dès lors qu'il a fallu en mener face à des forces extérieures, les résultats ont toujours été très relatifs. Et le mot est faible. Pourquoi ? Parce que nous avons un problème en France sur la peur de mener ce type de guerre. Alors on a une excuse qui nous est donnée sur un plateau d'argent, c'est ce que les politiques utilisent aujourd'hui. C'est l'excuse de la guerre d'Algérie. Si on mène ce type de guerre, on ouvre les robinets, l'armée devient putschiste, enfin j'exagère le trait, mais c'est en gros l'épouvantail qui est agité périodiquement depuis très longtemps, donc on ne touche pas à ça. Seulement le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en 2016, et que quand moi je reprends mon sujet, mon cœur de métier qui est l'économie, et quand je vois les techniques d'encerclement par le droit des États-Unis sur les grands groupes français, où on voit bien que s'il n'y a pas une contre-guerre de l'information pour casser l'encerclement, nous allons subir de manière de plus en plus démonstrative et vulgaire. Or, pour l'instant, nous ne nous battons pas. Et là, je peux dire, moi, en tant que directeur de l'école de guerre économique, ne pas mener des opérations de contre-guerre de l'information pour casser cet encerclement-là, qu'on ne vienne pas pleurer après sur l'affaire Alstom, ou précédemment sur d'autres affaires, ou sur la future affaire Airbus ou Sanofi, que sais-je. Qu'on arrête de verser des larmes de crocodile. Voilà un problème réel, de nature stratégique. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelle est la rentabilité stratégique du renseignement ? Un jour, j'ose espérer, on se posera cette question. Quelle est la rentabilité stratégique du renseignement dans un pays? Et la stratégie, vous savez que ce n'est pas que le court terme. Donc, je constate qu'aujourd'hui, nous avons un très gros problème en France, et ce n'est pas les discours que je vois naître au sein du périmètre défense sur la cyberdéfense. Et ce n'est pas les initiatives que j'encourage, du type Stop Djihadisme ou d'autres, qui suffisent à répondre à cette absence de questions fondamentales quand un pays comme le nôtre osera enfin se saisir d'une question essentielle qui est la guerre de l'information. Voilà.